l'hémorragie du postpartum immédiat. C'est une perte sanguine supérieure à 500 cc provenant de la cavité utérine, particulièrement de la zone d'insertion placentaire ou la déchirure, des lésions traumatiques des parties molles qui qui survient juste après l'accouchement. Donc, si vous comprenez ça, ça élimine l'hématome physiologique de la délivrance. Donc, ici, on ne prend en compte que lorsque le placenta, soit il est complètement décollé, soit il est décollé en partie et il se met à saigner. C'est là maintenant, on va parler de l'hémorragie. Et de plus en plus, on n'est plus en train d'insister sur la quantité. De plus en plus maintenant, on insiste sur le retentissement sur l'état maternel. Donc, on peut avoir une perte sanguine de 100 cc, mais on a un retentissement maternel. Directement, on va parler d'une hémorragie. Après ça, le problème, c'est quoi dans l'hémorragie du postpartum? Le problème, c'est surtout le retard au diagnostic. On a du retard, obstétricien, gynécologue, infirmier et tout intervenant dans une maternité, on a du retard à poser le diagnostic. Deuxième chose, on a du retard à initier le traitement. On prend tout le temps. Alors que vous savez qu'en matière d'hémorragie du postpartum, si vous perdez 30 minutes, sachez que le mécanisme de décès est déjà enclenché. Nous n'avons que 30 minutes pour utiliser toutes nos possibilités thérapeutiques. Au-delà de 30 minutes, nous avons déjà démarré la machine de la mort. Ce qui fait qu'après 30 minutes, si une femme survit, c'est une near miss. C'est un problème de destin. Sinon, au bout de 30 minutes, sachez qu'il va mourir. Elle va mourir. Ceci nous pose un gros problème. J'ai pris les statistiques de la CUGO, là où je travaille, au CNHU-HKM, et j'ai essayé de regarder le nombre de référés que nous avons eus au premier trimestre 2026. Nous avons eu près de 401 référés. Et sur les 400, 129 cas d'hémorragie du postpartum, à peu près 32%. Après, maintenant, parmi les 32% qu'on a reçus comme hémorragie du postpartum, nous avons déjà 25 cas de décès. Parce qu'actuellement, nous sommes à 34 cas de décès maternels pour la période 2026. Donc, nous avons déjà 25 cas. Ce qui fait qu'on a, sur les 32% qui arrivent, 19% vont mourir. C'est pour vous montrer un peu l'ampleur et vous montrer un peu les difficultés diagnostiques et les difficultés au retard. La difficulté diagnostique, c'est quoi? On vous réfère une patiente avec un ballonnet et la vie sans faire la révision utérine. Donc, elle arrive en réalité dans le centre avec une coagulopathie. Même si on fait la révision utérine, étant en coagulopathie, si on n'a pas le produit sanguin à portée de main, elle meurt. Alors que si on a correctement fait son geste pré-thérapeutique, pré-référence, et qu'on la réfère, vous comprenez avec moi que quand elle arrive dans notre centre, on parvient à sauver cette femme-là. Donc, pour dire les 30 minutes, après 30 minutes, même si vous mettez dans l'ambulance pour référer, sachez que vous avez déjà enclenché le bouton de la mort. Alors, les causes, on les connaît. Nos causes habituelles, les 4T, l'atonie, la rétention placentaire, les lésions génitales, les troubles de la coagulation et les quelques causes rares qui sont l'inversion utérine, la rupture utérine et le placenta accreta. Je n'insiste pas dessus parce que nous tous, on connaît ces 4 causes-là. Donc, on reste focus sur ces 4 causes, alors qu'en réalité, ce qui engendre ces 4 causes, c'est autre chose. Donc, moi, je les appelle les causes favorisantes.
Et dans ces causes favorisantes, il y a d'abord la gestion du travail d'accouchement. On est peut-être débordé par le travail, on veut vite accoucher la patiente pour s'occuper d'autre chose. On ne respecte plus le mécanisme physiologique de la grossesse. On devient des médicateurs. La médication a pris de l'ampleur sur la physiologie. Or, cette médication est source de morbidité. Donc, cette gestion du travail d'accouchement est importante. Et surtout, lorsque nous prenons le plaisir d'administrer des antispasmodiques à la deuxième phase active du travail d'accouchement, nous devons savoir que nous aurons une hémorragie du postpartum. C'est une garantie. Malheureusement, on en utilise en outrance. Et moi, je le dis toujours parce qu'on cherche à faire plaisir à nos délégués. Je le dis, les délégués le savent. On veut faire plaisir et c'est ça qui est en train d'entraîner une surmédication du travail d'accouchement. Je vais répéter quelque chose. Lorsque vous voulez agir sur le col, ce n'est pas des antispasmodiques que vous allez donner pour dire j'agis sur le col. Mais quand vous donnez des antispasmodiques, vous agissez sur le muscle et particulièrement le muscle lisse parce que le muscle strié ne répond pas aux antispasmodiques. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met les antispasmodiques en se disant qu'on est en train d'agir sur le col alors que nous avons des bonnes contractions utérines. Qu'est-ce qui fait? On relâche plutôt les contractions utérines. Alors qu'en réalité, lorsqu'on utilise des antispasmodiques, c'est lorsque nous avons une hypercinésie, une augmentation accrue des contractions utérines. Et lorsque nous avons cette hypercinésie, en donnant les antispasmodiques, on relâche la pompe calcique. Et lorsqu'on va relâcher la pompe calcique en inhibant les récepteurs du calcium, on va relâcher le muscle et maintenant la conduction de la force musculaire sera atténuée. Et c'est cette atténuation de la conduction de la force musculaire qui aura l'action sur le col utérin qui est à près de 90% un tissu conjonctif qui ne répond pas aux antispasmodiques. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Et après, maintenant, il y a les accouchements, les césariennes d'urgence. Ça aussi, c'est cause des hémorragies. Nous, on voit l'hémorragie, mais en réalité, il faut anticiper sur ça. Être capable de faire une bonne application de l'instrument, soit le forceps, soit la ventouse. Mais nous, c'est au moment où il y a l'urgence, c'est à ce moment-là on décide de commencer à entraîner quelqu'un qui ne connaît pas à l'application de ventouse et on s'assoit, on dit allez-y. Lui, il applique, il tire ce qu'il veut. Et dans tirant ce qu'il veut, vous comprenez avec moi que ça peut entraîner de lésions. Ça peut entraîner une mauvaise épisiotomie et tout ceci sera source de l'hémorragie. Après, j'ai déjà parlé de la surmédicalisation. L'ocytocine que nous utilisons à tort et à travers. On est là, on met l'ocytocine, la femme se retrouve, on déclenche avec l'ocytocine le travail d'accouchement. Au cours du travail d'accouchement, en fin du travail d'accouchement, elle a déjà utilisé au moins 20 unités d'ocytocine. Et vous comprenez avec moi que quand on commence à aller au-delà de 20 unités d'ocytocine sur un utérus gravide, on est en train de relâcher le muscle. Au lieu d'avoir l'effet de contractilité, on aura un effet de relâchement. Et quand vous allez faire l'accouchement, vous faites la GATPA, vous avez échec de la GATPA. Parce que vous n'aurez plus de contraction utérine. À ce moment-là, vous atteignez les 30 unités. Elle finit d'accoucher, elle saigne, vous injectez l'ocytocine, les 10 unités pour dire vous voulez la rétraction utérine, elle saigne davantage. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Après, il y a l'absence de dépistage de facteurs de risque. De plus en plus, nos consultations prénatales sont de mauvaise qualité. Parce que nous avons de l'affluence. On veut vite finir pour ne pas terminer pour ne pas empiéter sur le temps de travail. Et du coup, certains facteurs de risque sont échappés.
malheureusement, on met l'accent sur ce qu'on suppose être facteur de risque et c'est la femme qui n'a rien qui saigne. Le plus souvent, quand je vous dis sur les 125, quand on étudie leur tableau clinique, ce sont des femmes sans facteur de risque. Donc, finalement, toutes les femmes en obstétrique sont des femmes sujettes à faire une hémorragie. Donc, on doit les prendre de la même façon, utérus sain, utérus cicatriciel, antécédent ou pas. Autre facteur favorisant, c'est la surcharge du travail. La surcharge du travail, on n'a plus le temps de faire un dégagement physiologique. Vous comprenez avec moi que normalement, la sage-femme ou l'obstétricien, devant un accouchement normal, en principe, devait être en éveil attentiste et pas en proaction pour sortir la présentation. On regarde, la femme accouche seule. Mais nous, maintenant, on est pressé avec la surcharge. Il y a 3-4 personnes en travail. Il faut vite finir parce que peut-être j'ai tel document à remplir, j'ai tel rapport. On commence par faire des efforts de pousser dès qu'on a appris qu'elle est à dilatation complète, même si la tête n'est pas engagée. On ne donne plus le temps de conseiller à celle qui est venue accoucher. On ne lui donne plus le temps de lui conseiller de faire attention. Et du coup, vous avez des problèmes. Et le corollaire, c'est quoi? Nous, agents de santé, rapidement, on projette ça sur la malade. C'est elle qui a poussé avant la dilatation complète. C'est elle qui a fait ci. Mais c'est nous. Pourquoi elle a poussé avant la dilatation complète? On ne l'a pas préparée. Et vous convenez avec moi qu'à partir de 6 cm de dilatation, les efforts de poussée commencent. Mais celle-là, je ne l'ai pas préparée. Comment elle va contrôler ses efforts de poussée? Elle ne connaît pas. Elle vient de la ville. Même moi-même, médecin ici, dès que ça commence et j'ai mal, moi, je me mets à pousser. Ce n'est pas question de dire, elle s'y connaît. Donc, il faut vraiment qu'on ait le développement de la préparation de la femme. Après, il y a la compétence de l'accoucheur. Je ne sais pas faire l'accouchement, mais je vais faire. Et je ne demande même pas l'aide de l'autre. Je veux faire pour dire que je vais faire comme on fait bien. C'est là maintenant, on abîme tout. Au lieu de dire à l'autre, moi je viens de sortir sage-femme, ou bien je suis une ancienne sage-femme, ça fait longtemps, maintenant il faut que je prenne la main, on laisse. Ah, il y a des apprenants, ce sont des 2S, ils connaissent déjà, ils n'ont qu'à faire. Pendant ce temps, moi je remplis. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Personne ne le sait. Mais quand le dégât arrive, c'est la malade qui a fait ça. Deux fois même, on a eu un mensonge qui dit, oui, c'est parce que l'enfant a beaucoup de cheveux sur la tête qu'il y a eu des déchirures vaginales. Ce mensonge-là vient. Sur les fiches de référence, c'est écrit, déchirure vaginale par la tête de l'enfant. Comment les cheveux sont devenus des ciseaux? Donc, vous voyez un peu le problème que nous vivons. Moi, quand je vous parle comme ça, c'est parce que je suis au niveau central. Des choses qu'on voit comme pas possible et qu'on doit capitaliser avec vous pour améliorer. Il y a maintenant la coopération de la patiente, la coopération de la famille. La patiente arrive, c'est un accouchement avec douleur, elle a mal, elle se jette partout. Les parents sont dehors, qui vous disent à l'intérieur, j'ai entendu que cette sage-femme qui est là aujourd'hui, là, c'est elle qui entraîne tous les problèmes. Donc, vous entendez cette pression dans les oreilles. Quand vous sortez, l'aide-soignant vient pour dire, avec celle-là, il faut faire attention. On a dit que. Vous sortez dehors, si vous connaissez, venez accoucher. La malade crie 1, 2, 3, je vais appeler ma maman, je vais appeler mon papa. Donc, la communication commence à poser des problèmes. Nous allons aborder ça dans le conflit. Ça aussi, ça contribue à avoir les complications hémorragiques. Et enfin, la structure. La structure. Comment est configurée, comment sont configurées nos salles d'accouchement? Comment sont configurées nos salles d'accouchement? Ça contribue à ça. La structure contribue à détruire la dignité de la femme. Des fois, vous trouvez des femmes, lorsque vous leur demandez, il faut pousser, la femme ferme les jambes. Et nous, on ne voit pas qu'il y a un problème culturel derrière.
On commence par appeler tout le monde, attraper ses jambes, attraper ceci, alors qu'il y a une influence culturelle derrière. Et au moment où vous êtes en train de dire attraper, 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 la tête est venue à sa façon. Dégâts matériels. Problème de position d'accouchement. Dans certaines maternités, on continue encore à mettre ce que nous appelons à l'époque bassin de lit. On lui met ça dans le dos. Êtes-vous sûr que cette femme sera coopérante? Elle aura toujours mal au dos. C'est un problème structurel. Parce qu'elle a mal au dos, elle ne va plus vous écouter. Elle va faire ce qui se passe dans sa tête pour se débarrasser. Problème structurel. Elle entre en salle d'accouchement. Toujours nos structurations. Les malades de dehors passent un peu comme ça. On l'a vu, on est passé. Et tout ça là va agir sur son psychisme. On aura un mécanisme de stress oxydatif qui va s'enclencher. Et quand le mécanisme de stress oxydatif s'enclenche, à coup sûr, vous aurez une hémorragie parce qu'il y aura un arrêt de sécrétion d'ocytocine. Donc, il faut voir ça. Vous comprenez avec moi que quand je parle de facteurs favorisants, je laisse les causes connues, qui sont des causes scientifiques. Mais le gros problème part de la structure, du personnel, de la communauté. Donc, nous avons des actions à mener à chaque niveau et à rapidement comprendre pour mieux gérer et éviter les complications. Les signes d'alerte, je passe rapidement. Vous avez le saignement visible, la tachycardie, l'hypotension, la baisse de la diurèse, pâleur et agitation. Après, vous avez le contrôle visuel qui est le plus souvent sous-estimé, pour lequel on insiste beaucoup sur la tension artérielle et le pouls. Je reviendrai sur l'opportunité de ça pour vous parler de l'index obstétrical. Et après, maintenant, on a les draps gradués où on nous dit, dès qu'on atteint les 300 cc, il faut arrêter et commencer par agir. Alors, le plus important, c'est quoi? Je vous ai parlé de A, B, C, D, E obstétrical. Le A qui est le airway, c'est-à-dire la respiration. La femme qui saigne a besoin de l'oxygène parce qu'il y a une diminution de l'hémoglobine, une diminution des globules rouges pour transporter l'oxygène et pour pouvoir vous aider à avoir une bonne tonicité de l'utérus. Donc, il faut lui donner de l'oxygène. C'est ça qui est le airway, le A. Je vous ai dit que je l'ai emprunté des réanimateurs et je l'ai adapté à l'obstétrique. Après, maintenant, vous avez le B, le brevet vasculaire, c'est-à-dire le breuvage, le liquide circulant. Donc, vous avez le B, le brevet vasculaire. Il faut, dès que vous voyez l'hémorragie, avant même de se mettre à remplir le bon de sang, prenez un abord veineux avec du cathéter gauche 16 ou gauche 18 et placez une perfusion pour que le lit vasculaire ne se collabe pas. Parce que quand ça se collabe, on a de la peine à trouver les abords venus. Après, vous avez le C, qui est la circulation. Donc, avec la circulation, il faut repositionner la femme. Il faut la repositionner, surrelever légèrement les jambes pour faciliter le retour et accélérer la circulation au niveau du cerveau. Et là, vous comprenez avec moi, c'est à ce moment-là, vous allez faire intervenir la transfusion. Le D, qui est le diagnostic de la cause. Donc, vous recherchez les 4 T dont on a parlé, plus les autres éléments éventuels. Et le E, qui est les événements obstétricaux. C'est dans ça que vous allez utiliser tout le mécanisme de prise en charge au niveau obstétrical, les massages, la révision utérine, la délivrance, la réparation des déchirures et aussi le tamponnement intra-utérin. Alors, cet algorithme A, B, C, D, E, ce n'est pas que vous allez vous asseoir et commencer par dire A, c'est quoi? B, c'est quoi? Non. C'est un algorithme qui se fait à chaque étape. Vous pouvez commencer le A et vous n'allez plus aller jusqu'au B. Tout comme vous pouvez commencer le A et vous allez aller jusqu'au E.
Donc, finissez. Dès que vous diagnostiquez le A, immédiatement, vous agissez. Vous diagnostiquez le B, vous agissez. Vous allez arrêter au niveau où vous sentez que maintenant, c'est bon. Donc, il ne faut pas dire, je m'assois, ah oui, mais, et puis maintenant, je viens, je redis encore maintenant, voilà le traitement qu'il faut faire. Non, c'est déjà tard. Je vous ai dit, c'est 30 minutes. Je passe sur les utérotoniques que tout le monde connaît. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Le point de vue, comme on dit, le point de vue de l'obstétricien, on connaît déjà ça. Ce n'est pas la peine de ressasser ce qu'on connaît. Mais par contre, je vais répéter encore sur l'utilisation de l'ocytocine, ne dépassez pas 40 unités. Vous dépassez 40 unités, vous aurez l'atonie utérine. Et finalement, c'est les indications chirurgicales. Ce sera une indication chirurgicale. Donc, faites attention à l'utilisation de l'ocytocine. Vous pouvez faire votre 10 unités qu'on met en perfusion, puisqu'actuellement, on a des ampoules qui ne sont que dosées à 10 unités. Donc, on met les 10 unités en perfusion. Et après, pour faire la GATPA, on fait notre injection de 10 unités. On fait le massage. On laisse la perfusion de l'accouchement continuer son flux jusqu'à la fin. Pendant ce temps, on va surveiller. Maintenant, en cas de nécessité complémentaire, puisque nous, on n'a que de l'ocytocine rapidement dans nos maternités à portée de main, vous utilisez ça. Mais après, si vous avez d'autres possibilités de prescrire et les parents vont aller en pharmacie acheter, vous pouvez prescrire la carbétocine qu'on en a sur le marché. L'utilisation du misoprostol. Pour faciliter la rétraction utérine, il vaut mieux l'utiliser par voie intrarectale, rectum vide. Vous devez vous assurer que le rectum est vide parce que l'absorption au niveau de la muqueuse rectale est très rapide et la diffusion est rapide, donc vous aurez rapidement une rétraction utérine. Mais quand vous l'utilisez par voie subjugale ou par voie orale, vous savez que nous avons une perte de la molécule. La salive va détruire une partie et après nous allons digérer. La digestion aussi va détruire une partie. Donc, vous privilégiez la voie rectale à condition que le rectum soit vide. Si le rectum n'est pas vide, alors vous allez utiliser la voie subjugale ou la voie sublinguale. Et ici, nous avons l'acide tranexamique. En obstétrique, on commence à utiliser l'acide tranexamique à tort et à travers. On est d'accord que nous sommes en train d'utiliser l'acide tranexamique dans la prévention des troubles de la coagulation. Mais il ne faut pas le mettre pour mettre, comme on dit. Après, vous allez les mettre, finalement, vous n'allez même pas stimuler le foie pour vous faciliter la sécrétion des différents facteurs de coagulation. Donc, si vous donnez 1 gramme, il faut le faire dans les 30 minutes qui suivent l'hémorragie. Quand vous commencez à donner les 1 gramme après les 30 minutes qui suivent l'hémorragie au niveau de l'obstétrique, ça ne sert à rien parce que la femme a commencé déjà à consommer presque tous ces facteurs de coagulation. Donc, c'est pour ça que j'insiste en obstétrique, médicaments, toute action, il faut les faire dans les 15 minutes. Si je constate que ça saigne, dans les premières 5 minutes, je dois déjà éliminer tout ce qui est atonie utérine et tout ce qui est lésion traumatique. Je dois éliminer ça dans les 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, je commence les actions. J'injecte mon ocytocine, j'injecte la carbétocine, ça dépend de ce que j'ai. J'injecte le sulportone, je donne les misoprostol et je donne l'acide tranexamique. Qui fait que dans les 15 minutes, si ce n'est pas une indication chirurgicale, j'ai déjà fini la gestion de l'hémorragie de la délivrance, du postpartum immédiat. Alors, on a plusieurs techniques. On a la compression bimanuelle qu'on peut réaliser immédiatement, c'est-à-dire elle saigne. Lorsque vous appelez de l'aide, il y a la première personne qui met déjà sa main dans le vagin et va empaumer l'autre. Gardez l'utérus entre les deux mains le temps qu'il y ait une autre action à mener. Et pendant ce temps, si vous ne parvenez pas
à faire la compression bimanuelle, vous êtes en train de vous préparer pour mettre le dispositif intra-utérin et que ça saigne beaucoup, faites la compression de l'aorte abdominale. Comprimer l'aorte abdominale, ça va diminuer le flux sanguin et ça vous donne le temps de rapidement préparer votre dispositif intra-utérin. Maintenant, nous avons la possibilité de faire l'embolisation artérielle au Bénin. C'est arrivé il y a à peine 2 mois, mais ce n'est pas encore généralisé aux urgences obstétricales sur les hémorragies. Pour l'instant, celle qui a amené est en train de le faire par rapport au myome utérin et elle privilégie les indications urologiques. Mais on est dans les pourparlers, elle va commencer avec les hémorragies très très bientôt. Donc, mettez-vous en tête que l'embolisation artérielle est devenue une réalité au Bénin. Puis, nous avons l'hystérectomie d'hémostase. L'hystérectomie d'hémostase nous pose encore des problèmes. Pas plus tard que il y a 2 semaines, on a eu la ligature des désurétères. Et moi, j'ai dit, c'est quoi? On est profane dans le domaine, on veut faire l'hystérectomie d'hémostase. Vous prenez l'utérus, vous le soulevez en haut, vous allez retrouver, quand vous soulevez l'utérus vers le haut, ça écarte les urétères. Prenez les pinces, clampez juste à là où l'artère utérine vient épouser le corps de l'utérus. Vous clampez là, vous clampez de l'autre côté, vous sautez l'utérus. C'est mieux de faire à cet instant-là l'hystérectomie subtotale que d'aller faire l'hystérectomie totale si on n'est pas connaisseur. Mais si on est connaisseur, on peut aller jusqu'à l'hystérectomie totale. Parce que le problème de l'hystérectomie d'hémostase, c'est d'arrêter d'abord le saignement. Ce n'est pas de chercher à aller enlever le col. C'est quand on commence par chercher à enlever le col qu'on va prendre les urétères. Donc, vous soulevez correctement juste au niveau des artères utérines. Vous mettez les pinces de 2 côtés, vous coupez et puis après, c'est fini. Vous avez réglé le problème de saignement en moins de 5 minutes. Quand je vous dis c'est 5 minutes, l'utérus est dehors. Après, vous avez les ligatures vasculaires. Ça aussi, nous aimons trop jouer aux connaisseurs. C'est au moment où on a l'hémorragie, la femme en état de choc, le réanimateur est en train de vous dire, ça ne va pas ici. C'est à ce moment-là on veut apprendre à faire la ligature des hypogastriques. Et quand on va maintenant commencer à apprendre à faire la ligature des hypogastriques, on ne sait même pas à quel niveau il faut aller ouvrir. Alors qu'il faut ouvrir le péritone postérieur au niveau de la bifurcation avant d'aller retrouver les artères iliaques internes. Donc, il faut faire très attention aussi à là. Et quand on n'a pas l'expérience, une fois qu'on pique dans l'artère, soit dans l'aorte, c'est terminé, la femme est partie. Même si le chirurgien vient réparer le vaisseau, il faut savoir que vous allez perdre votre femme. Donc, il faut faire très attention aussi. Et du coup, le choix de la chirurgie dépend de ressources humaines, dépend du plateau technique, dépend aussi de la stabilité du patient et aussi du désir de maternité. Comment surveiller? Il faut obligatoirement, nous sommes à l'ère de la sécurité des patients. Je pense que vous me connaissez déjà dans le système de sécurité des patients. Donc, nous sommes à l'ère de la sécurité des patients. La fiche de surveillance est obligatoire dans un dossier. Ce n'est pas les surveillances imaginées. De fois, on prend seulement la tension artérielle. Ça n'a même pas encore fini. On a déjà noté une tension artérielle, on a déjà trouvé un pouls, on a déjà trouvé tout ce qu'il faut. Donc, il faut faire très attention lorsque nous faisons la surveillance. Ce sont des cas qu'on reçoit lorsqu'on réfère. On vous donne des chiffres tensionnels qui ne répondent à rien à ce que vous recevez. Et après, maintenant, je vous ai parlé de l'index du choc obstétrical. Vous devez avoir des fiches avec l'index du choc obstétrical. Ça vous permet de rapidement retrouver le risque de l'état de choc. Ça veut dire quoi? Parce que quand l'hémorragie commence, l'organisme a un mécanisme de compensation. Et lorsque l'organisme fait sa compensation, on a l'impression que tout est normal. Et dès que le corps va décompenser, c'est la mort.
Donc, pourquoi alors, du coup, les obstétriciens, à travers la figure, et c'est très développé au Mali, l'utilisation de l'index de choc obstétrical, on a décidé maintenant de mettre en place un index obstétrical pour dépister très précocement un état de choc dans l'hémorragie du postpartum immédiat. Et là, ça prend en compte seulement la fréquence cardiaque et la pression artérielle systolique. Je vous ai donné juste deux interprétations à retenir, mais le reste, vous pouvez lire dans les documents, c'est partout, même sur Internet, il y a beaucoup d'articles publiés dessus. Et là, lorsque vous avez le score qui est entre 0,7 et inférieur à 0,9, vous savez déjà que votre patiente a un risque accru de faire un état de choc. Vous commencez en même temps l'enclenchement de la prise en charge médicamenteuse. Lorsque le choc est supérieur ou égal à 0,1, vous devez savoir que ça, c'est l'alerte. La patiente est déjà en état de choc. Il faut transfuser. Et lorsque vous avez l'indice qui est supérieur ou égal à 1, c'est qu'elle est déjà en état de choc. Maintenant, elle risque de faire un état de choc irréversible. Donc, il faut tout faire pour le dépister avant 0,9. Puis, enfin, il faut le soutien psychologique, il faut une information de la patiente, un consentement du patient pour les futurs projets thérapeutiques si vous devez en faire. Et je ne peux pas finir ma présentation sans faire un clin d'œil à la sécurité des patients. Donc, la checklist d'activation de prise en charge des hémorragies. L'OMS en a parlé et il y a d'autres organismes qui en ont parlé. Il nous faut une checklist d'activation. Et dans cette checklist, il y a la phase avant activation. Et dans la phase avant activation, c'est beaucoup plus développé dans les pays où on applique le SONU. Donc, dans les pays où on applique le vrai SONU, on a cette checklist-là. Et après, maintenant, avant l'activation, il y a d'abord la préparation et on doit connaître le chef d'équipe. Et ce chef d'équipe va évaluer la situation d'urgence en fonction des causes éventuelles et le besoin et donne aussi des explications sur le protocole que nous devons avoir dans les services. Après, maintenant, dans cette équipe, il y a une personne qui est chargée de la logistique et du matériel pour tout contrôler. Ce n'est pas au moment où l'urgence arrive, on commence par dire, j'avais mis le tensiomètre sur la table, qui a pris? On doit savoir que le tensiomètre était sur la table, je prends. On commence par crier, ah, Christiane, tu es où? C'est toi qui as pris? Non, non, je n'ai pas encore pris. Telle personne, tu... Et on ne sait plus finalement, on commence par évoluer autrement d'abord. Et quand on va venir auditer, on a déjà trouvé une tension artérielle, on a déjà trouvé une fréquence cardiaque. Après, il y a une deuxième personne dans l'équipe qui est le communicateur. C'est cette personne, quand l'urgence arrive, la personne vous rappelle le rôle, chacun son rôle, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On a couru pour cette urgence-là. Vraiment, on a couru. Mais vous avez fait quoi in fine? Non, on a couru. Et quand vous entrez dans les détails de on a couru, finalement, il n'y a rien. Finalement, il n'y a rien. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir cette checklist-là. Après, maintenant, il y a la partie dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, vous avez le chef d'équipe qui va coordonner. Ce n'est pas à cet instant-là, on va commencer par dire, hey, viens me prendre la porte, venez. Toi, tu es où? Tu traînes encore les pattes. Viens faire. Finalement, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire et il y a des choses qui seront oubliées. Le premier va réaliser les tâches qui lui ont été données, les tâches techniques. Le deuxième va valider à haute voix. Et là, la checklist. Si sur la checklist, c'est dit, à bord venez cathéter G20. À bord venez G16 mise en place, oui. La personne coche. Et c'est cette personne qui vous sert de rappel. Quel est le geste qui n'a pas été fait à une étape donnée. Et vous avez maintenant, en fin de checklist, l'évaluation. Quand vous avez fini, vous vous mettez ensemble, vous regardez, vous faites un débriefing, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous analysez, vous vous préparez pour la prochaine urgence. Et pourquoi j'ai déjà parlé de l'objectif de cette checklist d'activation, c'est de garantir la sécurité des patients, d'optimiser le temps de réaction. Je vous ai dit vraiment 30 minutes, là c'est très important, d'optimiser le temps de réaction et de structurer la hiérarchie dans la prise en charge des patients.
Je vous avais posé le gros problème au départ. J'avais dit le problème, c'est le retard au diagnostic et le retard au traitement. Alors, pour le retard au diagnostic, on a compris que pour agir, pour diminuer les causes des hémorragies du postpartum immédiat, il faut obligatoirement organiser l'équipe. Première solution. Deuxième solution, prioriser les compétences. Toi, tu es capable de faire quoi quand ça chauffe? À moi, dès que vous me donnez la révision utérine, je vous la fais, vous n'avez plus besoin de revenir contrôler. Moi, quand vous me donnez la réparation des déchirures, je vous repars ça correctement. Ce n'est pas devant l'urgence maintenant qu'on va commencer par dire, viens t'essayer. Et celui qui a la compétence de faire la révision utérine est laissé pour compte. Donc, il faut vraiment utiliser ça. Et après, il y a la sensibilisation du personnel de santé et la sensibilisation de la communauté. Le deuxième problème que je vous avais donné, c'était le retard au traitement. Ça demande encore la compétence du personnel. Si je dois vous donner les façons dont on nous réfère les femmes à la CUGO, vous allez vous poser la question si ce sont les agents qualifiés qui accouchent ces femmes-là. Donc, il faut vraiment la compétence. Il faut reconnaître qu'on n'est pas compétent et probablement au niveau du ministère, demander un mentor pour être accompagné par rapport à ça. Il y a l'optimisation du temps de réaction. C'est la solution. Il faut optimiser le temps de... Si dans les 5 minutes, on peut tout faire, c'est qu'il faut savoir qu'on a sauvé. Mais on va au-delà de 30 minutes, il faut savoir qu'on a appuyé sur le bouton de la mort. Donc, il faut vraiment qu'on soit proactif. Et après, le problème structurel, les trousses d'urgence. C'est quand le problème arrive qu'on commence par dire, toi, tu n'avais pas vérifié, mais je ne vois qu'il n'y a plus d'ocytocine dedans. C'est à ce moment-là qu'on commence par dire, comment ça? Mais je pensais que l'équipe qui t'a laissé, vous avez fait que. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la passation de service se fait oralement, peut-être même dans la salle. Vous avez laissé quoi? Tchac, 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 tchac. On cause. Et on ne regarde plus la trousse. L'urgence arrive maintenant, on n'a plus les gants de révision. L'urgence arrive, on n'a plus les pinces, on n'a plus rien, on n'a plus l'ocytocine, on n'a plus rien. On commence maintenant par crier sur les autres. Si c'est l'aide-soignant qui est chargé de remplir les gants de révision, à ce moment-là, il devient le moins cher. C'est toi qui n'as pas fait, mais on ne veut pas voir ça. Donc, il faut aussi réorganiser. En conclusion, nous allons dire qu'avec l'hémorragie du postpartum immédiat, nous, obstétriciens, quand je dis obstétriciens, je mets tous les accoucheurs, médecins gynécologues et sages-femmes, les infirmiers à compétence accouchement. C'est pour ça que je mets tout ça là. Nous devons agir vite pour un diagnostic précoce et utiliser les mesures de base. Quand le diagnostic est précoce, on ne va pas jusqu'aux mesures chirurgicales. Après, il faut avoir l'ocytocine, l'acide tranexamique à portée de main pour utiliser l'acide tranexamique dans les 30 minutes et utiliser l'ocytocine à bon escient. Il faut savoir combiner les mesures mécaniques et les mesures chirurgicales si les mesures mécaniques sont dépassées. Il ne faut pas être là, on va voir. Essayons encore. Essayons encore. À 35 minutes, le bouton est déjà à 5 minutes de la mort. Et après, quand vous référez, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont partis mourir au CNHU, ils sont partis mourir au CHUMEL, sans savoir que le bouton a été enclenché avant d'entrer dans l'ambulance. Donc, il faut vraiment qu'on soit éveillé par rapport à ça. Et organiser les équipes. Dès que vous prenez la garde, organisez les équipes. Vous prenez la permanence, organisez les équipes. Vérifiez si les protocoles sont là. Faire dans le temps mort, faites des simulations. Lorsque un cas pareil peut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous créez une simulation et je pense qu'on pourra agir aisément sur l'hémorragie du postpartum immédiat. Voilà ce que je voulais donner en tant que gynécologue obstétricienne par rapport à ce point de vue-là. Je vous remercie.